Bonjour, bienvenue sur la Van Morgan. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu. Et je recommence aujourd'hui. Voilà. Je continue Charlotte Brontë pour cette première lecture depuis très longtemps. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Et merci beaucoup pour votre écoute. À tout à l'heure. Chapitre 4. Mon entretien avec Mr. Lloyd, la conversation de Bessie et d'Abbott rapportée antérieurement, me donnèrent assez d'espoir pour avoir une raison suffisante de désirer guérir. Un changement semblait proche. Je le souhaitais et l'attendais en silence. Il tarda cependant. Les jours et les semaines passèrent, j'avais recouvré mon état de santé habituel, mais on ne faisait aucune allusion nouvelle au sujet sur lequel je concentrais mes pensées. Mrs. Reed me considérait parfois d'un œil sévère, mais m'adressait rarement la parole. Depuis ma maladie, elle avait établi une séparation plus marquée que jamais entre ses propres enfants et moi. Elle m'avait désigné une petite chambre où je couchais seule, m'avait également condamnée à prendre mes repas seule et à passer tout mon temps dans la nurserie, tandis que mes cousins se tenaient toujours au salon. Elle ne laissait pourtant jamais échapper un mot au sujet de mon départ en pension, mais j'avais l'instinctive certitude qu'elle ne me supporterait pas longtemps sous son toit, car plus que jamais son regard, lorsqu'il se posait sur moi, exprimait une aversion insurmontable et profondément enracinée. Elisa et Georgiana, agissant évidemment d'après des ordres reçus, me parlaient aussi peu que possible. John gonflait sa joue avec sa langue chaque fois qu'il m'apercevait et tenta même une fois d'exercer sur moi des sévices. Mais, m'étant retourné instantanément contre lui, soulevé par le même sentiment de profonde colère et de révolte désespérée qui avait déjà excité mes mauvais instincts, il jugea plus prudent d'abandonner la partie, s'éloigna en courant, proférant des imprécations et jurant que je lui avais cassé le nez. J'avais en effet décoché à cet appendice proéminent un coup aussi dur que mon poing était à même de le porter. Et lorsque je vis que ce geste, sinon mon regard, l'avait dompté, j'eus la plus grande envie de tirer parti de mon avantage, mais il était déjà auprès de sa maman. Je l'entendis raconter en pleurnichant que cette méchante Jane Eyre s'était précipitée sur lui comme un chat enragé. Il fut interrompu assez sèchement. « Ne me parlez pas d'elle, John. Je vous ai dit de ne pas l'approcher, elle n'est pas digne d'attirer l'attention. Je veux que ni vous ni vos sœurs n'ayez affaire à elle. » Me penchant alors sur la rampe de l'escalier, je m'écriai soudain, sans prendre le temps de réfléchir à ce que j'allais dire. « Ce sont eux qui ne méritent pas d'avoir affaire à moi. » Mrs. Reed était assez corpulente, mais, en entendant cette étrange et audacieuse déclaration, elle monta lestement l'escalier, m'emporta en un tourbillon dans la nurserie et, m'écrasant sur le bord de mon petit lit, m'interdit, d'une voix autoritaire, de me relever et de prononcer une syllabe durant tout le reste de la journée. « Que vous dirait oncle Reed s'il vivait encore ?» Cette question fut presque involontaire. Je dis presque involontaire, car j'avais l'impression que ma langue prononçait les mots sans le consentement de ma volonté. Quelque chose s'exprimait par ma bouche, sur quoi je n'avais aucun contrôle. « Quoi ?» dit Mrs. Reed à voix basse. Ses yeux gris, calmes, habituellement froids, furent troublés par une sorte de crainte. Elle retira sa main de mon bras, me regarda fixement, ayant vraiment l'air de se demander si j'étais une enfant ou un démon. Je n'avais plus maintenant qu'à continuer. Mon oncle Reed est au ciel. Il voit tout ce que vous faites, ce que vous pensez. Papa et maman le voient également. Ils savent que vous m'avez enfermée tout un jour et que vous souhaitez vivement me voir morte. Mrs. Reed reprit bientôt ses esprits, elle me secoua vigoureusement, me donna une paire de gifles, puis me laissa sans dire un mot.
Bessie combla ce silence par une homélie d'1 heure qui eut pour effet de démontrer de manière certaine que j'étais l'enfant la plus désagréable, la plus réprouvée qui fût jamais élevée sous un toit. Je la crus à demi, car je ne sentais réellement s'agiter en moi que de mauvais instincts. Novembre, décembre et la moitié de janvier s'écoulèrent. Noël et le jour de l'an avaient été célébrés à Gateshead avec l'entrain ordinaire des jours de fête. On avait échangé des présents, donné des dîners et des soirées. J'avais, bien entendu, été tenu à l'écart de toutes ces réjouissances. Je participais à ces divertissements en assistant chaque jour à la toilette d'Eliza et de Georgiana, en les regardant descendre au salon, vêtus de leurs robes de fine mousseline aux ceintures écarlates, les cheveux soigneusement bouclés. J'écoutais les sons du piano et de la harpe dont on jouait en bas, les allées et venues du majordome et du valet, le cliquetis des verres et de la porcelaine lorsqu'on passait les rafraîchissements, les murmures interrompus de la conversation quand on ouvrait ou refermait les portes du salon. Lorsque j'étais fatiguée de cette occupation, je quittais le haut de l'escalier pour aller dans la nurserie solitaire et silencieuse. Là, bien qu'un peu triste, je n'étais pas malheureuse. À vrai dire, je n'avais pas la moindre envie d'aller dans le monde, où l'on faisait très rarement attention à moi. Et si Bessie avait seulement été gentille et de bonne compagnie, j'aurais été très contente de passer tranquillement les soirées avec elle, au lieu d'être observée par l'œil redoutable de Mrs. Reed dans un salon rempli de dames et de messieurs. Mais dès que Bessie avait habillé ses jeunes maîtresses, elle s'enfuyait vers les régions animées de la cuisine et de la chambre de la gouvernante, emportant généralement la chandelle avec elle. Je restais alors assise, ma poupée sur les genoux jusqu'à ce que le feu soit devenu très bas, jetant de temps en temps un coup d'œil alentour, enfin, afin de m'assurer que rien d'insolite ne hantait la chambre obscure. Lorsque les cendres étaient devenues d'un rouge sombre, je me déshabillais en hâte, me débattant de mon mieux avec les nœuds et les cordons, et cherchais un refuge contre le froid et l'obscurité dans mon petit lit, prenant toujours ma poupée avec moi. Les êtres humains ont besoin d'aimer quelque chose. À défaut d'objets plus dignes de mon affection, je réussissais à trouver du plaisir en aimant, chérissant, cette figurine modelée, flétrie, usée, pareille à un épouvantail en miniature. Je suis intriguée aujourd'hui en me rappelant avec quelle absurde sincérité je raffolais de ce petit jouet, m'imaginant presque qu'il était vivant et capable d'éprouver des sensations. Je ne pouvais m'endormir que s'il était enveloppé dans ma chemise de nuit. Lorsqu'il reposait là, en sûreté et bien au chaud, j'étais relativement heureuse, le croyant heureux pareillement. Les heures me semblaient longues tandis que j'attendais le départ des invités, que, l'oreille au guet, j'essayais de discerner le bruit des pas de Bessie dans l'escalier. Elle montait parfois dans l'intervalle pour prendre son dé ou des ciseaux, ou peut-être pour m'apporter quelque chose en guise de souper, un petit pain au lait ou un gâteau au fromage. Elle s'asseyait alors sur le lit pendant que je me restaurais et me bordais quand j'avais fini. Il lui arriva par 2 fois de m'embrasser en disant « Bonne nuit, Miss Jane ». Lorsque Bessie était de cette douce humeur, elle me paraissait la créature la meilleure, la plus bienveillante du monde, et je désirais bien vivement qu'elle demeurât toujours agréable, aimable, et cessât de me repousser, de me gronder ou de me faire travailler de façon déraisonnable, comme elle avait trop souvent l'habitude de le faire. Bessie Lee devait être, je pense, une fille naturellement bien douée. Elle était adroite dans tout ce qu'elle faisait. Elle avait un remarquable talent de conteuse, si j'en juge par l'impression que me produisaient ses récits de la nurserie. Elle était jolie avec cela, si mes souvenirs de son visage et de sa personne sont exacts. Je la revois jeune et lancée, avec des cheveux et des yeux noirs, des traits extrêmement délicats, un teint clair et sain. Mais elle était d'humeur capricieuse, se mettait facilement en colère et ses idées sur les principes et la justice étaient incertaines. Cependant, telle qu'elle était, c'est encore elle que je préférais à Gateshead. C'était le 15 janvier, vers 9 heures du matin. Bessie était descendue déjeuner.
Mes cousines n'avaient pas encore été appelées auprès de leur maman. Elisa était en train de mettre sa toque et son confortable manteau de jardin pour aller nourrir la volaille, occupation qui lui plaisait beaucoup, non moins que celle de vendre les œufs à la gouvernante et d'amasser l'argent qu'elle recevait ainsi. Elle avait des dispositions pour le commerce et un goût marqué pour l'épargne qui se manifestait non seulement dans la vente des œufs et des poulets, mais aussi à propos des oignons, des fleurs, des graines et des boutures, dans de fructueuses tractations avec le jardinier, serviteur qui avait reçu l'ordre de Mrs. Reed, d'acheter à sa jeune maîtresse tout ce qu'elle serait disposée à vendre des produits de son jardin. Or, Elisa aurait vendu ses cheveux si, par ce moyen, elle avait pu réaliser un bon profit. Quant à son argent, elle commença par le cacher dans des coins inattendus, enveloppé dans un chiffon ou dans une vieille papillote. Mais, quelques-uns de ses magots ayant été découverts par la servante, Elisa, dans la crainte de perdre quelques jours son précieux trésor, consentit à le confier à sa mère à un taux usuraire de 50 ou 60%, dont elle exigeait l'intérêt tous les trimestres, car elle tenait des comptes dans un carnet avec une exactitude inquiète. Georgiana, assise sur un haut tabouret, se coiffait devant la glace, entremêlant à ses boucles de cheveux des fleurs artificielles et des plumes fanées dont elle avait trouvé une provision dans un tiroir du grenier. Je faisais mon lit, ayant reçu de Bessie des ordres formels d'en avoir terminé avant son retour. Bessie, en effet, m'employait souvent à présent pour ranger la chambre et pousseter les chaises, etc., comme si j'avais été une seconde bonne d'enfant. Après avoir mis la courte pointe et plié ma chemise de nuit, je me disposais à ranger quelques livres d'images et les meubles de la maison de poupée éparpillés sur la banquette de la fenêtre, quand un ordre impératif de Georgiana, m'enjoignant de laisser ses jouets tranquilles, les petites chaises, les miroirs, les assiettes et les tasses de fée étaient sa propriété, m'arrêta net. Alors, à défaut d'autre occupation, je me mis à souffler sur les fleurs de glace sculptées sur la fenêtre, rendant ainsi la transparence à une partie de la vitre à travers laquelle je pouvais regarder le parc, où tout était immobile et pétrifié sous l'influence d'une forte gelée. De cette fenêtre, on pouvait voir la loge du portier et l'allée carrossable. Et juste au moment où je venais de dissoudre le feuillage argenté qui couvrait les carreaux, sur un espace assez grand pour permettre de regarder dehors, je vis les grilles s'ouvrir et une voiture entrer. Je la suivis du regard avec indifférence tandis qu'elle montait l'avenue. Il venait souvent des voitures à Gateshead, mais jamais aucune n'avait amené de visiteur qui m'intéressât. Celle-ci s'arrêta devant la maison, la sonnette de la porte retentit vigoureusement, le nouveau venu fut introduit. Tout ceci ne représentant rien pour moi, mon attention oisive trouva bientôt un attrait plus vif à regarder un petit rouge-gorge affamé qui était venu gazouiller sur les branches d'un cerisier dénudé, fixé un espalier sur le mur près de la fenêtre. Les restes de mon déjeuner composé de pain et de lait étant sur la table, je me mis à émietter un morceau de petit pain et je tirai sur le châssis inférieur de la fenêtre afin de poser les miettes sur le rebord extérieur lorsque Bessie, montant l'escalier en courant, entra dans la nurserie. « Miss Jane, enlevez votre tablier. Que faites-vous là? Vous êtes-vous lavé les mains et la figure ce matin ?» Je donnai encore une secousse avant de répondre, car je voulais que le petit oiseau fût assuré de son déjeuner. Le châssis céda. Je répandis les miettes, les unes sur le rebord de pierre, les autres sur la branche du cerisier. Puis, refermant la fenêtre, je répondis. « Non, Bessie, je viens seulement de finir d'épousseter. » Quelle enfant pénible, insouciante! Et que faites-vous à présent? Vous êtes toute rouge, comme si vous veniez de faire quelque sottise. Pourquoi avez-vous ouvert la fenêtre? Je n'eus pas la peine de répondre. Bessie paraissait trop pressée pour écouter des explications. Elle me poussa vers le lavabo, me frotta impitoyablement la figure et les mains avec de l'eau, du savon et une serviette rugueuse, ce qui fut heureusement vite fait, lissa mes cheveux avec une brosse dure, enleva mon tablier, puis, me menant en hâte sur le palier, m'enjoignit de descendre immédiatement dans la petite salle à manger où l'on me demandait.
J'aurais voulu savoir qui me réclamait. Si Mrs. Reed était là, mais Bessie était déjà partie et avait refermé sur moi la porte de la nurserie. Je descendis lentement. Il y avait près de 3 mois que je n'avais été appelée par Mrs. Reed. Reléguée depuis si longtemps dans la nurserie, les salles à manger, le salon étaient devenus pour moi des régions redoutables et j'étais épouvantée à l'idée d'y pénétrer. Je me trouvais maintenant dans le vestibule désert, devant la porte de la petite salle à manger, où je restais intimidée et tremblante. Quelle malheureuse petite poltronne étais-je devenue alors, sous l'influence de la crainte engendrée par un injuste châtiment. Je n'osais pas retourner à la nurserie, je n'osais pas entrer. Je demeurais 10 minutes dans un état de perplexité et d'agitation. Le coup de sonnette véhément qui retentit de l'intérieur me décida. Il fallait entrer. Qui donc pouvait bien me demander? Ainsi questionnai-je en mon fort intérieur, tandis que des 2 mains, je tournais la dure poignée de la porte qui résista à mes efforts pendant 1 ou 2 secondes. Qui allais-je voir dans la pièce, à part Tante Reed? Un homme, une femme? La poignée tourna, la porte s'ouvrit. Je fis en entrant une profonde révérence et levai les yeux sur un noir pilier. Telle m'apparut, du moins à première vue, la forme droite, étroite, vêtue de noir, qui se tenait debout sur le tapis du foyer. Le visage sinistre qui la surmontait ressemblait à un masque sculpté placé au-dessus de la colonne en guise de chapiteau. Mrs. Reed occupait sa place habituelle au coin du feu. Elle me fit signe d'approcher, ce que je fis, et me présenta en ces termes à la personne étrangère qui était là, impassible. Voici la petite fille à propos de laquelle je me suis adressée à vous. Il, car c'était un homme, tourna lentement la tête vers l'endroit où je me tenais, et, m'ayant examiné de ses yeux gris inquisiteurs qui brillaient sous des sourcils broussailleux, dit solennellement, d'une voix de basse: « Elle est de petite taille, quel âge a-t-elle » ? 10 ans. Tant que cela, répondit-il sceptique. Il prolongea son examen durant quelques minutes. Enfin, il s'adressa à moi. « Votre nom, ma petite fille ?»« Jane Eyre, monsieur. » Tout en prononçant ces mots, je levai les yeux. Il me parut de haute taille. Il est vrai que j'étais très petite. Son visage, aux traits énormes, avait l'air aussi dur et compassé que toute sa personne. « Eh bien, Jane Eyre, dites-moi, êtes-vous sage ?» Impossible de répondre à cette question par l'affirmative. Le petit monde dans lequel je vivais en tenait pour une opinion contraire. Je restai silencieuse. Mrs. Reed répondit pour moi par un hochement de tête significatif et ajouta bientôt: « Peut-être que moins l'on en dira sur ce sujet, mieux cela vaudra, monsieur Brocklehurst. Je regrette beaucoup d'apprendre cela. Il faut que nous ayons un petit entretien, elle et moi. » Étant debout, il se courba et installa sa personne dans un fauteuil en face de celui de Mrs. Reed. « Venez ici, me dit-il. » Je m'avançai sur le tapis où il me fit mettre bien d'aplomb, droit devant lui. Quel visage il avait, à présent qu'il était presque au niveau du mien. Quel grand nez. Quelle bouche, quelles énormes dents en saillie. Il n'y a rien de plus triste à voir qu'un enfant qui ne se conduit pas bien, commença-t-il, en particulier une petite fille. Savez-vous où vont les méchants après leur mort? Ils vont en enfer, répondis-je aussitôt en toute orthodoxie. Qu'est-ce que l'enfer? Pouvez-vous me le dire? Un gouffre plein de feu. Voudriez-vous tomber dans ce gouffre pour y brûler à jamais? Non, monsieur. Que faut-il faire pour l'éviter? Je délibérai un instant. Ma réponse, quand je la fis, était de nature à soulever des objections. Il faut rester en bonne santé et ne pas mourir. Comment pouvez-vous rester en bonne santé? Chaque jour, il meurt des enfants plus jeunes que vous. Il n'y a pas plus d'1 ou 2 jours, j'ai enterré un petit enfant de 5 ans, un bon petit enfant dont l'âme est maintenant au ciel. Il est à craindre qu'on en puisse dire autant de vous, si vous étiez rappelé d'ici bas. N'étant pas en état de lui enlever ce doute, je me contentais, en soupirant, de baisser les yeux sur les 2 grands pieds plantés sur le tapis, comme j'aurais voulu être loin de là.
J'espère que ce soupir vient du cœur, et que vous vous repentez d'avoir été sans cesse une cause de trouble pour votre excellente bienfaitrice. Bienfaitrice, bienfaitrice, me dis-je intérieurement. Tout le monde appelle Mrs. Reed ma bienfaitrice. Dans ce cas, une bienfaitrice est quelque chose de bien désagréable. Faites-vous vos prières matin et soir, continua mon interrogateur. Oui, monsieur. Lisez-vous votre Bible? Quelquefois. Avec plaisir. L'aimez-vous réellement? J'aime les Révélations, le livre de Daniel, la Genèse, Samuel. J'aime un peu l'Exode, quelques passages des rois, des chroniques, Job, Jonas. Et les psaumes. J'espère que vous les aimez. Non, monsieur. Non? Oh, quelle honte. J'ai un petit garçon, plus jeune que vous, qui sait 6 psaumes par cœur. Quand on lui demande s'il préférerait manger un pain d'épices à la noisette ou apprendre un verset de psaume, il répond « Oh, je préfère apprendre le verset de psaume. Les anges chantent les psaumes. Je veux être un petit ange ici-bas. » On lui donne alors 2 pains d'épices pour le récompenser de sa piété enfantine. « Les psaumes ne sont pas intéressants, fis-je observer. Cela prouve que votre cœur n'est pas ce qu'il doit être. Il vous faut donc prier Dieu de le changer, de vous donner un cœur nouveau, un cœur pur, de remplacer votre cœur de pierre par un cœur de chair. » Ézéchiel chapitre 11 verset 19. J'étais sur le point de poser une question sur la manière dont cette opération devrait être conduite lorsque Mrs. Reed, s'interposant, me dit de m'asseoir. Elle se mit alors en devoir de poursuivre elle-même l'entretien. Je crois, monsieur Blockhurst, vous avoir laissé entendre dans la lettre que je vous ai adressée il y a 3 semaines que cette petite fille n'a pas tout à fait le caractère et les dispositions que je souhaiterais. Je serais heureuse, si vous l'admettez à l'école de Lowood, que la directrice et les maîtresses fussent priées de la surveiller de près, de se tenir en garde, avant tout, contre le pire de ses défauts, une tendance à la dissimulation. Je dis ceci devant vous, Jane, afin que vous ne cherchiez pas à en imposer à Mr. Brocklehurst. Je pouvais bien redouter Mrs. Reed, je pouvais bien la détester. Il était dans sa nature de me blesser cruellement. Je n'étais jamais heureuse en sa présence. J'avais beau obéir ponctuellement, mettre toute mon ardeur à essayer de lui plaire, mes efforts étaient toujours repoussés, récompensés par des phrases semblables à celles qu'elle venait de prononcer. Formulée à présent devant un étranger, cette accusation me fendit le cœur. Je voyais confusément que déjà Mrs. Reed vidait de tout espoir la vie nouvelle à laquelle elle me destinait. Je sentais, bien qu'il m'eût été impossible d'exprimer ce sentiment, qu'elle semait l'aversion et l'hostilité le long du sentier de mon avenir. Je me voyais transformée en une enfant fourbe, malveillante aux yeux de Mr. Brocklehurst. Que pouvais-je pour remédier au tort qui m'était fait? Rien, certes, pensai-je, tout en luttant pour réprimer un sanglot, et essuyant rapidement quelques larmes, témoins impuissants de mon angoisse. La fourberie est, en vérité, un triste défaut chez un enfant, dit Mr. Brocklehurst. Elle est de même nature que le mensonge, et tous les menteurs auront leur part de tourments dans le lac de feu et de soufre. Toutefois, Mrs. Reed, elle sera surveillée. Je parlerai à Miss Temple ainsi qu'aux maîtresses. Je désirerais qu'elle fût élevée d'une manière correspondant à ses perspectives d'avenir, reprit ma bienfaitrice. Qu'elle arrive à se rendre utile en conservant son humilité. Quant aux vacances, avec votre permission, elle les passera toujours à la haute. Vos décisions sont tout à fait judicieuses, madame, répondit Mr. Brocklehurst. L'humilité est une vertu chrétienne qui convient particulièrement aux élèves de Lowood. C'est pourquoi j'exige que pour elle, on la cultive avec un soin spécial. J'ai étudié les meilleures méthodes pour réprimer chez ces jeunes filles le sentiment mondain d'orgueil. Et il y a seulement quelques jours, une preuve agréable de ma réussite m'a été donnée par ma seconde fille, Augusta, qui était allée visiter l'école avec sa maman. À son retour, elle s'était écriée « Oh, cher papa, comme les élèves de Lowood ont l'air effacés !» Elles ne sont pas belles avec leurs cheveux tirés derrière les oreilles, leurs longs tabliers et ces petites poches en toile de Hollande qu'elles portent sur leurs robes. On pourrait presque dire qu'elles appartiennent à des familles pauvres. Elles regardaient mes vêtements et ceux de maman comme si elles n'avaient encore jamais vu une robe de soie.
J'approuve entièrement tout cela, répliqua Mrs. Reed. Aurais-je cherché dans toute l'Angleterre que je n'eusse sans doute pas trouvé une méthode convenant mieux à une enfant telle que Jane Eyre. La logique, cher monsieur Brocklehurst. Je soutiens que la logique est nécessaire en toute chose. La logique, madame, est le premier devoir d'un chrétien, et il en a été tenu compte dans toute l'organisation de l'établissement de Lowood. La nourriture et l'habillement y sont simples, le genre de vie sain, les habitudes propres à stimuler l'énergie et l'endurance. Telle est la règle de la maison et de ses hôtes. Cela est tout à fait bien, monsieur. Je puis donc être assuré que cet enfant sera reçu comme élève à Lowood et y recevra l'éducation convenant à sa position et à son avenir. Vous le pouvez, madame. Elle sera placée dans cette pépinière de plantes choisies et j'espère qu'elle se montrera reconnaissante de l'inestimable privilège que représente son admission. Je l'y enverrai donc, aussitôt que possible, monsieur Brocklehurst. Il me tarde, je vous assure, d'être délivré d'une responsabilité qui devenait trop pénible. Je n'en doute pas, madame. Je n'en doute pas. Je vous salue bien. Je serai de retour à Brocklehurst Hall dans une semaine ou deux. Mon bon ami l'archidiacre ne voudra pas que je le quitte plus tôt. J'informerai Miss Temple qu'elle aura bientôt à recevoir une nouvelle élève. Cela ne fera donc aucune difficulté. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Brocklehurst. Veuillez me rappeler au bon souvenir de Mrs. et de Miss Brocklehurst, d'Augusta, de Théodore et de Master Brockton Brocklehurst. Je n'y manquerai pas, madame. Voici, petite, un livre intitulé « Le guide de l'enfant ». Lisez-le lorsque vous ferez vos prières. Lisez surtout le passage où est fait le récit de la mort, redoutable par sa soudaineté de Martha G., une enfant détestable, habituée à mentir et à dissimuler. Sur ces mots, Mr. Brocklehurst me mit dans la main un mince volume broché, sonna pour demander sa voiture et partit. Je restai seule avec Mrs. Reed. Quelques minutes se passèrent en silence. Elle s'était mise à coudre et je l'observais. Mrs. Reed pouvait avoir à cette époque 36 ou 37 ans. C'était une femme robuste, carrée d'épaules, aux membres vigoureux, pas très grande, corpulente sans obésité. Elle avait le visage assez fort, la mâchoire inférieure très développée, massive, le front bas, le menton large et proéminent, la bouche et le nez assez réguliers. Sous les clairs sourcils brillaient des yeux dénués de compassion. Sa peau était opaque et brune, ses cheveux d'un blond presque filasse. Solide comme une cloche sans fêlure, la maladie ne l'approchait jamais. Elle dirigeait sa maison avec ponctualité et habileté, tenait ses domestiques et ses fermiers sous contrôle total. Seuls ses enfants défiaient parfois son autorité et s'en gaussaient avec mépris. Elle s'habillait bien, avait un maintien et une allure faits pour mettre en valeur ses élégantes toilettes. Assise sur un tabouret bas, à quelques mètres de son fauteuil, j'examinais sa personne, je scrutais ses traits. Je tenais à la main la brochure qui contenait le récit de la mort soudaine de la menteuse sur lequel on venait, de façon opportune, d'attirer mon attention en manière d'avertissement. Ce qui venait de se passer, ce que Mrs. Reed avait dit de moi à Mr. Brocklehurst, la teneur de leur conversation, me piquait encore au vif. Tous ces mots s'étaient gravés dans mon esprit avec autant d'acuité, de netteté qu'ils avaient frappé mon oreille. Un violent ressentiment bouillonnait en moi. Mrs. Reed leva les yeux de son ouvrage, les fixa sur les miens, ses doigts suspendant en même instant leurs mouvements agiles. « Sortez de cette pièce, retournez à la nurserie » ordonna-t-elle. Mon regard, ou autre chose, avait dû la frapper par son expression agressive, car elle parla avec une irritation extrême, bien que contenue. Je me levai, j'allai à la porte, je revins. Je traversai la pièce jusqu'à la fenêtre. Enfin, je m'approchai d'elle. J'avais besoin de parler. J'avais été cruellement foulée aux pieds. Je devais réagir. Mais comment? Quelle force avais-je pour me venger de mon adversaire? Je rassemblais toute mon énergie pour lancer cette apostrophe acerbe. Je ne suis pas fourbe. Si je l'étais, je dirais que je vous aime, mais je déclare que je ne vous aime pas. Il n'y a personne au monde que je déteste plus que vous, si ce n'est John Reed. Quant à ce livre sur la menteuse, vous pourrez le donner à votre fille Georgiana. C'est elle qui ment, et non pas moi.
Les mains de Mrs. Reed demeuraient toujours inactives sur son ouvrage. Ses yeux de glace continuaient à fixer froidement les miens. « Qu'avez-vous encore à dire ?» demanda-t-elle d'un ton que l'on prend ordinairement avec un adversaire d'âge adulte plutôt qu'avec un enfant. Ses yeux, cette voix, soulevèrent toute mon antipathie. Secouée de la tête aux pieds, toute frémissante sous l'effet d'une excitation incoercible, je continuai. « Je suis contente que vous ne soyez pas de ma famille. De ma vie, je ne vous appellerai plus jamais tante. Quand je serai grande, je n'irai jamais vous voir. Si quelqu'un me demande si je vous aimais, de quelle façon vous m'avez traité, je répondrai que votre seul souvenir me fait mal, que vous m'avez traité avec une abominable cruauté. » « Comment osez-vous affirmer cela, Jane Eyre ? » ?»« Comment je l'ose, Mrs. Reed ? Comment je l'ose ? Parce que c'est la vérité. Vous croyez que je suis insensible, que je puis vivre sans un peu d'affection, de bonté ? Mais cela m'est impossible. Vous n'avez aucune pitié. Je me rappellerai jusqu'au jour de ma mort comment vous m'avez rejeté avec dureté et violence, dans la chambre rouge, enfermée à clé malgré mon angoisse, tandis que, suffocant de douleur, je criais « Pitié, pitié, tante Reed !» Et cette punition, vous me l'avez infligée parce que votre méchant fils m'avait frappé, jeté à terre sans motif. Je ferai le récit exact de tout cela à qui me questionnera. On vous prend pour une bonne personne, mais vous ne l'êtes pas. Vous avez le cœur dur. C'est vous qui êtes fourbe. Avant d'avoir achevé cette réplique, mon âme avait commencé à s'épanouir, à exulter. J'éprouvais un sentiment de liberté, de triomphe, bien singulier et que je n'avais jamais encore ressenti. Il me semblait qu'un lien venait de rompre au cours de cette lutte et que j'allais jouir d'une liberté inespérée. Ce n'était pas sans raison. Mrs. Reed paraissait effrayée. Son ouvrage avait glissé de ses genoux. Elle levait les mains, se balançait d'avant en arrière et son visage se crispait comme si elle allait pleurer. « Jane, vous vous trompez. Qu'avez-vous ? Pourquoi tremblez-vous si violemment ? Voulez-vous boire un peu d'eau ? » ?»« Non, Mrs. Reed. » « Désirez-vous quelque chose, Jane ? Je vous assure que je veux être votre amie. »« Vous ? Non, non. Vous avez dit à Mr. Brocklehurst que j'avais mauvais caractère, une nature portée à la fourberie. Mais je dirai à tout le monde, Hallowwood, ce que vous êtes, ce que vous avez fait. » Vous ne comprenez rien à ces choses-là, Jane. Les enfants ont besoin d'être corrigés de leurs défauts. « Je ne suis pas fourbe, » m'écriai-je d'une voix aiguë et sauvage. « Mais vous êtes emportée, Jane. Vous devez convenir de cela. Allez, retournez à la nurserie, ma chère petite fille. Reposez-vous un peu sur votre lit. »« Je ne suis pas votre chère petite fille. Je ne peux pas me reposer. Envoyez-moi en pension le plus tôt possible, Mrs. Reed, car j'ai horreur de vivre ici. »« Je l'y enverrai bientôt, certes, » murmura Mrs. Reed, sotto voce, et ramassant son ouvrage, elle quitta brusquement la pièce. Je restai là, seule, maîtresse du champ de bataille. C'était le plus dur combat que j'eusse livré, la première victoire que j'eusse remportée. Je demeurai un instant sur le tapis du foyer, à la place où s'était tenu Mr. Brocklehurst, jouissant de ma solitude de conquérant. Tout d'abord, je me souris à moi-même. J'étais transportée. Mais ce violent plaisir diminua aussi vite que se ralentirent les battements accélérés de mes artères. Un enfant ne saurait se quereller avec ses aînés, ni donner libre cours à ses sentiments impétueux, comme je l'avais fait, sans éprouver ensuite l'angoisse du remords et le froid de la réaction. Une crête de bruyère en feu, jetant des flammes vives, rapides, dévorantes, eût parfaitement figuré mon esprit lorsque j'accusais et menaçais Mrs. Reed. La même crête, noircie et dévastée après l'incendie, eût représenté aussi bien mon état d'âme lorsqu'une demi-heure de silence et de réflexion m'eût montré la folie de ma conduite et la tristesse de mon odieuse situation. Pour la première fois, j'avais goûté à la vengeance. C'était comme un vin aromatisé. En l'avalant, il était chaud, sentait le terroir, mais laissait un arrière-goût métallique, corrosif, donnant la sensation d'un empoisonnement. Je serais volontiers allée à présent demander pardon à Mrs. Reed. Mais je savais par expérience et aussi par instinct que c'était là le moyen de me faire repousser avec un mépris redoublé, ce qui aurait excité de nouveau toutes mes tumultueuses impulsions. J'aurais bien voulu exercer quelque activité plus justifiable que celle de parler avec violence,
trouvés à nourrir des sentiments moins diaboliques que ceux d'une sombre indignation. Je pris un livre, des contes arabes. Je m'assis et m'efforçai de lire. Je ne compris rien au récit. Mes propres pensées flottaient sans cesse entre mes yeux et la page qu'habituellement je trouvais si fascinante. J'ouvris la porte vitrée de la petite salle à manger. Le bosquet était tout à fait calme. La gelée blanche régnait sur tout le domaine, sans être atténuée par le soleil ou le vent. Je me couvris la tête et les bras de ma jupe et je sortis pour aller dans un coin isolé du petit bois. Mais je ne pris aucun plaisir à contempler les arbres silencieux, les pommes de pin qui tombaient, toutes les reliques de l'automne pétrifiées sous le gel, les feuilles rouillées, balayées en tas par le vent, raidies et pressées les unes contre les autres maintenant. Je m'appuyai à une barrière pour regarder un champ vide où nul mouton ne paissait, où l'herbe courte était rabougrie et décolorée. C'était une journée très grise. Du ciel, annonciateur de neige, complètement opaque et semblable à un immense dais, des flocons commençaient à tomber par intervalles et se posaient, sans fondre, sur le sentier durci ou sur le pré tout blanc. Je me tenais là, enfant infortuné, murmurant sans cesse en moi-même. « Que vais-je faire? Que vais-je faire ?» Tout à coup, j'entendis une voix claire qui appelait. « Miss Jane, où êtes-vous? Il faut venir déjeuner !» C'était Bessie, je le savais bien, mais je ne bougeais pas. Elle descendait le sentier de son pas léger. « Vilaine petite fille, dit-elle, pourquoi ne venez-vous pas quand on vous appelle ?» La présence de Bessie, comparée aux pensées que je venais de méditer, me parut agréable, bien que, comme d'habitude, elle fût un peu de mauvaise humeur. À dire vrai, après mon conflit avec Mrs. Reed et la victoire qui s'ensuivit, je n'étais pas disposée à me préoccuper outre mesure de l'accès de colère passager de la nurse. J'éprouvais, au contraire, le besoin de me réchauffer au contact de son cœur juvénile et insouciant. L'entourant de mes bras, je lui dis « Voyons, Bessie, vous n'allez pas me gronder. » Cette façon d'agir, plus franche, moins craintive, plut à Bessie. « Vous êtes une enfant étrange, Miss Jane, » dit-elle en me regardant. « Un petit être errant et solitaire. Et vous allez partir en pension, je suppose. » Je fis un signe de tête affirmatif. « N'aurez-vous pas de chagrin de quitter la pauvre Bessie ? » Est-ce que Bessie se soucie de moi? Elle est toujours en train de me gronder. Vous êtes une petite fille si bizarre, apeurée, timide. Vous devriez avoir plus d'audace. Quoi? Pour recevoir plus de coups? Sottise. Il est vrai que vous êtes plutôt malmenée. Ma mère m'a dit, lorsqu'elle est venue me voir la semaine dernière, qu'elle ne voudrait pas qu'un de ses petits fût à votre place. Mais à présent, rentrons, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. Est-ce possible, Bessie? Que voulez-vous dire, mon enfant? Quels tristes yeux vous fixez sur moi. Eh bien voilà. Madame, les jeunes demoiselles et Master John vont aller cet après-midi prendre le thé au dehors. Vous goûterez donc avec moi. Je vais demander à la cuisinière de vous faire un petit gâteau. Puis vous m'aiderez à passer en revue vos tiroirs, car il va falloir que je fasse bientôt votre malle. Madame voudrait que vous quittiez Gateshead dans 1 ou 2 jours. Vous choisirez les jouets que vous voulez emporter. Bessie, il faut me promettre de ne plus me gronder jusqu'à mon départ. Bon, je le promets. Mais gare, soyez très gentil. N'ayez pas peur de moi, ne sursautez pas lorsqu'il m'arrive de parler un peu vivement. C'est si agaçant. Je pense bien ne plus jamais avoir peur de vous, Bessie. Je suis habituée à vous. Ce sont d'autres personnes qu'il me faudra bientôt redouter. Si vous les redoutez, elles vous détesteront. Comme vous le faites, Bessie. Je ne vous déteste pas, Miss. Je crois même que j'ai plus d'affection pour vous que pour tous les autres. Vous ne laissez guère voir. Comme vous êtes caustique, vous avez une façon de parler toute nouvelle. Qu'est-ce qui vous rend si audacieux, si osé? Car je serai bientôt loin de vous. D'ailleurs, j'allais lui parler de ce qui s'était passé entre Mrs. Reed et moi, mais après réflexion, je trouvais préférable de garder le silence à ce sujet. Alors, vous êtes contente de me quitter? Pas du tout, Bessie, j'en éprouve même en ce moment presque du chagrin. En ce moment, presque. Comme ma petite demoiselle dit cela froidement. Si je vous demandais un baiser, vous me le refuseriez sans doute, disant que vous préférez ne pas me le donner. Je ne demande pas mieux que de vous embrasser. Baissez un peu la tête. Bessie s'inclina et nous nous embrassâmes, puis je la suivis dans la maison, toute réconfortée. L'après-midi s'écoula dans la paix, dans l'harmonie. Au cours de la soirée, Bessie me conta quelques-unes de ses plus captivantes histoires et me chanta certaines de ses plus belles chansons.
Même pour moi, la vie avait des rayons de soleil. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette lecture. J'ai fini le chapitre 4. C'était une reprise un petit peu chaotique, mais quand même, ça allait. J'avais envie de chanter une chanson, tout à l'heure j'y ai pensé, et puis finalement non. Alors, j'essaye une dernière fois. Je n'ai pas cherché les paroles. Pardon, c'est insupportable. Non, c'est pas ça. Je chante en français. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas répété, je ne sais pas. Non, je vais... Non. C'était une chanson de Mary Poppins. Une chose qu'on aime. Chaque chose peut devenir. Ne valait pas mieux qu'un sourire. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler. La médecine à couler. Médecine à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Ça vous rend la vie plus belle. L'oiseau faisant son nid, d'où il y a naguère le temps de se reposer. Voilà, je m'arrête là. C'était juste... J'ai changé de cadre un petit peu. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps à couper la vidéo. Excusez-moi. Et merci beaucoup. Et à bientôt. Prenez soin de vous.